L'installation anarchique des compteurs d'eau ou PK6 est un souci majeur qui, dans la plupart des cas, constitue un manque à gagner pour certains habitants, vu que les tuyaux en plastique ont une résistance bien limitée. Vous voyez les installations, c'est vraiment anarchique. Je n'ai rien arrêté. Pour des professionnels, la SEG n'a pas de concurrent. Que voulez-vous qu'on fasse? On est impuissant devant une telle situation. Il y a l'eau qui coule, on ne sait pas d'où ça coule, on ne sait... C'est vraiment... Et regardez comment ça a été fait. C'est pas vraiment dans les règles de l'art, c'est vraiment anarchique de voir ces installations comme ça. Comment comprendre que les agents de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, SEEG, ne vérifient pas leurs installations, si ce n'est tenir compte des factures chaque mois? Aussi, les clients devraient reconsidérer la qualité des tuyaux qu'ils utilisent pour l'acheminement de l'eau dans leur domicile, afin de minimiser les après-compteurs. Les tuyaux en fer étaient plus durables que ceux que nous utilisons aujourd'hui. Bon, je pense que c'est la SEG qui a donné cette possibilité qu'on prenne les tuyaux en plastique. Mais ça ne dure pas. Vous pouvez marcher dessus, les enfants peuvent couper avec un couteau, il y a l'eau qui coule de partout, ça ne dure vraiment pas. On ne sait pas que faire. Outre les coupures généralisées à Libreville, le suivi des installations devrait également être une préoccupation de la SEEG pour l'intérêt des populations. Les morts qui reviennent à la vie, un phénomène qui devient de plus en plus régulier dans la société gabonaise. Gaël Oyal et James Mickey Sissi. Un militaire mort depuis 2007 serait revenu à la vie 4 ans après dans la ville de Franceville. Une histoire largement médiatisée par le quotidien L'Union. Une fillette de 3 ans décédée à Antoums serait miraculeusement revenue à la vie 3 jours plus tard. Un septagénaire décédé dans une clinique de la place aurait également retrouvé la vie le jour suivant. Bref, autant de morts qui reviennent à la vie. Voilà un phénomène qui n'est plus étrange pour les populations. Les revenants cohabitent avec les vivants, une situation qui semble être acceptée par tous. Les morts qui reviennent à la vie, moi je peux dire que, vous savez, nous sommes maintenant dans les temps de la fin. Ça, ce sont des phénomènes existentiels. D'après les médecins, revenir à la vie après l'arrêt du fonctionnement du cerveau n'est pas possible. Du point de vue scientifique, il n'est pas possible de revenir à la vie. Lorsque médicalement un patient est déclaré mort, il ne peut pas revenir à la vie. Le patient est inconscient, mais son cerveau continue de fonctionner. Voilà, donc c'est différent de la définition de la mort. Un patient qui est dans le coma, selon la gravité du coma qu'il présente, il peut ressurgir de son coma. On ne dit pas qu'il est mort, il ne ressuscite pas, mais il sort du coma. Quant aux hommes de Dieu, ce phénomène n'est pas normal parce qu'il n'est pas biblique. Mais ceci serait curieusement un fait réel. Il y a des phénomènes que nous pouvons expliquer aisément. Et il y a d'autres phénomènes où il faut vraiment se laisser conduire par l'expertise de la Bible, de la parole que nous prêchons. La normalité de ce phénomène n'est pas biblique. N'est pas biblique, je veux dire, quelqu'un meurt et puis on l'a enterré, et cette personne revient à la vie. Ce n'est pas biblique. Ça n'a rien de normal et je ne peux pas dire que ce sont des démons. Ce phénomène existe. On nous a enseigné à accepter l'existence de ce genre de phénomène. Il va de soi qu'aujourd'hui, comme la Bible dit, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Depuis le bas âge, on nous a enseigné la culture de la réalité. La résurrection des morts est un idéal entretenu par les chrétiens. La Bible parlerait même de la résurrection des morts par Dieu afin de participer au jugement dernier qui mettra fin à ce système de choses. Assistons-nous aujourd'hui à cette résurrection des morts? Ce phénomène marquerait-il le commencement de cette résurrection annoncée par la Bible? Autant de questions qui restent malheureusement sans réponse. Malgré les efforts de paix, la cohésion sociale au tribalisme est encore présente dans les mœurs de la société gabonaise, un facteur susceptible de compromettre la paix sociale. Ardon Babekou. Le Gabon est un havre de paix, c'est le fruit de la cohésion sociale.
S'engager dans la lutte pour la paix et la cohésion sociale signifie prendre conscience des facteurs susceptibles de compromettre cette paix, de provoquer la fracture sociale et d'entraîner le pire. Parmi ces facteurs, le tribalisme, à cause du renouveau du sentiment ethnique dans notre pays. Surtout parce que le tribalisme ne permet ni la recherche du bien commun, ni la satisfaction du plus grand nombre, ni la promotion de l'intérêt général. Il favorise plutôt certains groupes ethniques au détriment de bien d'autres. Une situation bien dangereuse. En outre, le tribalisme peut être considéré comme la tendance consciente ou inconsciente à rejeter, à haïr, à refuser de connaître les valeurs culturelles d'autres ethnies pour s'attacher à ses propres valeurs d'une manière excessive et agressive. En effet, dans un millénaire résolument tourné vers l'unité, la mise en commun de talents et de compétences, c'est-à-dire le principe du donner et du recevoir, la globalisation en un mot, il est étonnant de voir l'attachement de plus en plus passionné d'un grand nombre de Gabonais, non pas à la nation gabonaise, mais à leur ethnie, leur province, leur ville et leur village. Ce reportage se veut objectif et franc. Bien plus, nous voulons interpeller les pouvoirs publics ainsi que chaque Gabonais et chaque Gabonaise à plus d'amour, de fraternité, de justice, d'ouverture d'esprit afin que les haines, les attitudes tribalistes et les rivalités sourdes qui étouffent la naissance d'une concorde réelle disparaissent. Des 0 à 12 mois, plusieurs mamans ont des difficultés à nourrir leur bébé. Et pourtant, l'alimentation d'un enfant varie selon son âge. Afi Eyansessou et James Mickey ici. Dès la naissance, le bébé est soumis à une alimentation bien précise. Mais il semblerait que plusieurs mamans ne nourrissent pas leur bébé conformément aux prescriptions des nutritionnistes ou des sages-femmes. Certaines, par contre, nourrissent leur enfant sans tenir compte du type de nourriture et de l'âge. Or, l'alimentation d'un enfant varie selon effectivement son âge. Un enfant de 0 à 6 mois, elle doit prendre uniquement le sein de sa mère ou le biberon. Maintenant, c'est à partir de 6 mois qu'on demande à la maman, on convoque la maman de venir à partir de 6 mois, à partir de 1 mois. La mère doit mesurer le biberon de son enfant à 30 ml d'eau, une cuillère mesure de lait. À 2 mois, 60 ml d'eau, 2 cuillères mesure de lait. On dit au parent de payer parfois l'épinard. Quand tu payes l'épinard, tu payes la tomate en fruits. Tu prends le poisson, soit le poisson frais ou le poisson fumé, ça dépend de ce que la mère paye. La croissance des nourrissons dépend de son alimentation. Par conséquent, si le bébé est mal nourri ou sous-nourri, celui-ci pourrait souffrir de mal ou de sous-nutrition, c'est-à-dire... Ce qui cause la malnutrition, c'est que l'enfant n'est pas bien suivi par rapport à sa mère. La mère ne veille pas sur son enfant, sur l'alimentation de son enfant. Si elle a coupé le sein à l'enfant et qu'elle ne donne pas bien la nourriture à l'enfant, parce qu'il faut varier l'alimentation. C'est pas aujourd'hui tu as donné les feuilles de manioc que demain tu vas encore redonner les feuilles de manioc. Non, il faut varier. Et enfin à partir de 8 mois, 9 mois, elle peut manger 4 à 5 fois par jour. Il va sans dire que pour bien nourrir son bébé, il faut suivre des conseils de nutritionnistes car l'alimentation joue un grand rôle pour le bon développement de son bébé. D'où la nécessité pour une mère de savoir prendre soin de son petit bout de chou. C'est en présence du Premier ministre, chef du gouvernement et du président de l'Assemblée nationale que s'est déroulée ce matin au Palais Léomba la présentation de l'ouvrage 50 ans de l'indépendance de l'Assemblée nationale. Étaient présents Raïsamba Revaza et Jerry Mouroumouna. C'est devant un parterre d'invités que s'est déroulée ce matin à l'Assemblée nationale la présentation d'un ouvrage titré « Les 50 ans de l'indépendance de l'Assemblée nationale du Gabon », écrit par les chercheurs de l'Institut de recherche en sciences humaines sous la tutelle du scénariste. Le directeur de cet institut a de ce fait présenté sa structure. L'Institut de recherche en sciences humaines, c'est 7 départements et 11 laboratoires de recherche, dans lesquels travaillent près de 120 chercheurs, issus des diverses disciplines des sciences humaines et sociales. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, comme vous pouvez le constater, l'Institut de recherche est au cœur de la problématique du développement. Je dirais de l'élaboration des politiques publiques s'inscrivant dans la création d'une société émergente. En effet, à partir des savoirs que les différents experts de l'Institut sont appelés à créer, grâce à la recherche portant sur des axes aussi variés que le développement local, la gouvernance, la sociologie électorale, l'environnement, l'administration publique, l'histoire administrative et politique, le genre, les études stratégiques, les relations internationales, etc. Daniel Franck Idiata a décliné l'espoir de la recherche scientifique gabonaise
tout en remerciant le président de l'Assemblée nationale pour le choix porté sur son institution quant à l'élaboration de ce chef-d'œuvre. Un prix de la recherche est attribué au Palais du Peuple et c'est un événement exceptionnel. C'est aussi votre soutien, Monsieur le Président. Vous auriez pu choisir des experts français, américains, chinois et autres pour mener ce travail. Peut-être sont-ils plus brillants que nous. Je suis sûr qu'ils auraient fait un travail tout aussi important. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, vous auriez pu choisir un éditeur de référence en France, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis pour publier ces ouvrages qui constituent des mémoires de l'Assemblée nationale. Et pourtant, vous avez fait confiance aux chercheurs du CNRS. Pour Guizou Badama, président de l'Assemblée nationale, c'est la première fois qu'un tel ouvrage est écrit au profit de son institution et du public. 50 ans d'indépendance de l'Assemblée nationale du Gabon. Intitulée ainsi, cette recherche revient à reconnaître que l'histoire de notre pays, qui vient de célébrer ses 50 ans d'indépendance, est indissociable de celle de l'Assemblée nationale, ce qui constitue pour notre institution une sorte de reconnaissance, un hommage inattendu et néanmoins savoureux que le monde de la recherche rend à la représentation nationale, alors que les célébrations politiques du cinquantenaire de la République gabonaise n'avaient jamais soupçonné l'existence d'une telle corrélation qui nous lie si intimement. Après ces 3 allocutions, s'en est suivie la présentation des auteurs de cet ouvrage avant d'aboutir sur les différentes parties qui le constituent. Nous restons au palais Léomba où 3 chercheurs du CNRS ont tour à tour présenté 3-5 tomes d'une œuvre de l'Assemblée nationale. Boris Onkrira et Jerry Morumuna. Après les allocutions faites par le président de l'Assemblée nationale, le commissaire général du CNRS et le directeur adjoint de l'Institut de recherche en sciences humaines, concernant les 3 tomes sur les 50 ans de l'Assemblée nationale, 3 chercheurs se sont succédés pour présenter et expliquer le contenu de ces œuvres, dont le docteur Andy Ngema, qui nous livre ici l'ossature du tome 1. Il se structure autour des thématiques suivantes. Une présentation générale sur l'histoire administrative et politique gabonaise. Donc, premier point, l'évolution administrative et politique du Gabon. Deuxième point, l'institution parlementaire et les pouvoirs conférés à celle-ci. Troisième point, la structuration et le fonctionnement de l'administration parlementaire. Quatrième point enfin, l'impact social plutôt du vote des députés. Quels sont les objectifs visés au terme de la réalisation de ce travail? Premièrement, c'est de fournir au public, c'est de fournir aux députés et à d'autres chercheurs des outils qui permettent d'apprécier le travail et de connaître nos députés. Deuxièmement, ce travail permet aussi d'apprécier le processus de construction de la première institution de la République. Et dernièrement, ce travail ambitionne enfin, si vous voulez, de présenter le savoir-faire et le faire savoir de ceux qui ont bâti ce pays. Notons toutefois qu'avant la fin de cette année 2012, les 4e et 5e tomes seront publiés pour achever ce travail scientifico-universitaire ô combien louable. Poursuite et fin ce matin à la Haute Galerie de l'Alala d'une série de visites du ministre de la Famille et des Affaires sociales. Reportage. Une semaine a suffi au ministre de la Famille et des Affaires sociales pour effectuer une série de visites dans les structures d'encadrement placées sous sa tutelle à Libreville. Ce périple qui s'est achevé ce matin avec les complexes sociaux du Bas-de-Guégué, à Wenje et la haute garderie de l'Alala a permis au ministre Honorine Zébitegué de dégager un constat mi-figue, mi-raisin. Le constat est négatif et positif en même temps. Négatif pour les structures dégradées qui nécessitent une réhabilitation totale ou une réhabilitation à moitié.
positif, c'est parce que c'est l'État tout de même qui a mis tous ses moyens. Parce que dans d'autres pays, je ne sais pas si on aide les filles mères à poursuivre leur école malgré la grossesse. C'est une grande avancée pour le Gabon qui a pour sceau la maternité allaitant. Et c'est pourquoi nous remercions encore celui qui nous a nommé, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Dans son allocution des bienvenus, la responsable de la halte garderie de la Lala a présenté l'établissement qu'elle dirige au ministre et à sa délégation. La halte garderie de la Lala renferme en son sein une crèche, la petite section, la maternelle, la moyenne et la grande section. Nous disposons aussi de services d'appui tels qu'une infirmerie, une cuisine, une salle informatique, un réfectoire et un bloc administratif. La tournée que vient d'entreprendre le ministre de la Famille et des Affaires sociales lui a permis de toucher du doigt les réalités auxquelles ces structures sont confrontées. À noter que les visites du genre se poursuivront à l'intérieur du pays. L'honorable Vincent Elaminier, élu du Parti démocratique gabonais dans le canton Temkest, Koum et Boa, 3e siège, a réuni les populations des Bitam pour la commémoration du 44e anniversaire. Efroy Biyoke Ezo et James Mikiya ici. Dans le cadre de la célébration en différé du 44e anniversaire du Parti démocratique gabonais, l'honorable Vincent Elaminier a réuni hier au siège de ce parti les populations du 3e siège d'Untem, Kes, Koum et Mboa, localité de la province de Wellington. Lors du jour connu de tous, il était ainsi question pour le représentant de ces populations à l'Assemblée nationale de recueillir les avis des uns et des autres pour le bon déroulement des festivités. Les inquiétudes de certains sur la non-tenue de cet événement dans les délais arrêtés par le parti sont désormais dissipés. La fête aura bel et bien lieu le 7 avril prochain. Elles le sont déjà, mais ce que nous devons quand même dire, c'est que généralement, elles attendent toujours que le comité monté à Libreville descende d'abord pour que le déclenchement des préparatifs soit effectif. Mais nous disons que l'affaire se prépare correctement. Oui, nous devons dire que c'est une fête qui se tient quand même dans un contexte assez particulier. Parce que nous sortons d'une élection législative qui a vu la large victoire de notre parti. Et surtout pour ce qui concerne le département d'Untem et la commune de Vitam, le PDG a raflé les 4 sièges. Donc c'est un contexte de retrouvailles dans la joie. Dans la joie d'autant plus que, comme vous le savez, le président vient de nommer un natif du Wellington, premier ministre du gouvernement. Donc les militants vont organiser le 44e anniversaire étant contents d'avoir leur fils premier ministre chef du gouvernement. Les populations sont ainsi invitées à la commémoration de ce 44e anniversaire selon les règles établies par le Parti démocratique gabonais. S'accrocher au pouvoir en dépit de la pression sous-régionale, c'est la décision, semble-t-il, prise par les auteurs du coup d'État au Mali. Le récit avec Christian Marouga. Une semaine après le coup d'État au Mali, la pression sur les putschistes ne cesse de grandir. Les chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, réunis hier à Abidjan, Côte d'Ivoire, au cours d'un sommet extraordinaire, ont ainsi envisagé des voies de sortie de crise contraignantes pour les mutins. Il s'agit ainsi d'un retour immédiat à l'ordre constitutionnel avec Amadou Toumani Touré rétabli dans ses fonctions de président de la République, chef de l'État, ou plutôt de son remplacement par le président de l'Assemblée nationale, tel que le stipule la constitution malienne. Cette démarche, convenue dans la capitale économique ivoirienne, a été ce jour signifiée de vive voix au capitaine Sanogo, le chef de la junte. En effet, le sommet d'Abidjan a décidé de dépêcher à Bamako les chefs d'État du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Libéria, du Niger, du Nigeria et le facilitateur Blaise Compaoré, président du Burkina Faso. Ce, dans le but primordial d'exhorter les mutins à rendre le pouvoir et à regagner leur caserne. Cependant, au cas où cette exhortation ne trouvait pas l'adhésion des auteurs du coup d'État, l'usage de la force militaire de la CEDEAO serait de mise ou le dernier recours. À en croire le président en exercice de l'Union africaine, le béninois Thomas Yaïboni. Pour leur part, les putschistes, bien qu'impopulaires à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, font fi de tous les actes posés à leur encontre en procédant à leur normalisation de la vie malienne, ce qui laisse présager des lendemains riches en rebondissements. Bref, tout porte tout de même à croire
que l'épidermique guinéen Moussa Dadis Camara, en dépit de sa cuisante défaite dans sa tentative de confisquer le pouvoir, aurait finalement inspiré son frère d'armes malien, Amadou Sanogo. À Port-Gentil, le coût de transfert d'argent et autres contraintes des agences reconnues par l'État a entraîné la création de plusieurs autres agences faisant dans l'informel. Une situation que les autorités compétentes souhaitent éradiquer. Stella Likola, Rice Bouanga, Média Plus, Port-Gentil. Les contraintes rencontrées dans les procédures mises en place par les organismes de transfert de fonds et les coûts des opérations ont favorisé la création dans l'informel de plusieurs agences qui exercent le même type d'activité. En effet, ces agences, de par leur prix attrayant et la simplicité de leur formalité, ont fini par gagner l'adhésion de pratiquement tous les usagers depuis un bon moment, mettant ainsi en mal l'activité des organismes inscrits légalement pour exercer ce type d'activité. D'où la sortie dernièrement de l'autorité judiciaire à Libreville pour procéder à la fermeture de tous ces KGB et leurs ramifications à l'intérieur du pays. Une décision juste peut-être, car il s'agit de rétablir la loi, mais l'usager s'en trouve accablé. Les pays sont bien, font du bon travail, c'est rapide, c'est pas compliqué. Par rapport à Western Union, c'est un peu compliqué. Là-bas, il faut avoir les pièces et tout. Et puis, quand tu fais une erreur là-bas, c'est difficile de corriger ça. Tu vas peut-être faire traîner toute une journée. Si par exemple l'enfant est même malade et qu'il faut attendre l'argent pour acheter les médicaments, c'est difficile. Tu as fait une erreur le matin, on va corriger ça peut-être à 14 h. Il faut un peu, bon. Par contre ici, même si tu as fait une erreur, donner un nom qu'il ne fallait pas donner, quand tu reviens, tout de suite, on va corriger et on va remettre l'argent. D'autres, par contre, soutiennent cette décision de mettre fin à cette activité illégale au nom de la légalité et les conséquences qui pourraient, à la longue, découler de ce laxisme de l'autorité. Si on envoie de l'argent chez ces Ouest africains, c'est parce qu'on trouve en eux le moins cher. Mais maintenant, le Western Union, parce que c'est plus fiable et ils sont implantés. Au moins, ceux-là, ils sont reconnus de l'État public. On fait avec eux, mais si on refuse avec eux, c'est parce qu'eux, ils sont plus chers. Et avec le Ouest africain, c'est plus facile et moins cher. Remettre de l'ordre dans ce secteur au profit des entreprises victimes de l'informel est un acte louable, mais la suivi et la prospérité du secteur ne dépendra que de leur politique commerciale. Une politique déjà tranchée pour ces commerçants qui ont eu le mérite de prouver encore que les coûts de transfert de fonds peuvent être revus à la baisse. Ils ont donné le taux aux autres de s'arrimer. Expression libre à présent, que pensez-vous de la démarche des chefs d'État de la CEDEAO sur la situation au Mali? Tentative de réponse au micro Boris Onkira, Jerry Moromuna. La situation qui prévaut aujourd'hui au Mali est catastrophique pour l'image du continent africain, pour l'image de la démocratie africaine, parce qu'il n'est pas normal qu'au XXIe siècle, que certains pensent ou continuent à penser qu'il suffit de la force pour prendre le pouvoir et s'autoproclamer président de la République. Dans tous les États démocratiques, comme c'est bien sûr le Mali, la démocratie répond à certaines règles. C'est-à-dire, pour prendre le pouvoir, d'accord, celui qui désire prendre le pouvoir doit se rapprocher du peuple. C'est le peuple qui donne les suffrages et qui donne quitus à qui le veut de devenir président de la République. Voilà, la décision prise par les présidents de la CEDEAO donc de mettre de l'ordre au Mali constitue une décision en un point douté salutaire, dès lors que déjà la communauté internationale appelle justement au rétablissement de l'ordre constitutionnel dans ce pays. Et vous savez que la constitution malienne justement condamne elle-même donc les changements anticonstitutionnels, de même que l'acte constitutif de l'Union africaine. Ce qui est sûr, c'est que dans ce pays qui depuis 1991 connaît et constitue un exemple de démocratie, ce n'est plus le moment de donner comment dire, des mauvais exemples. Ce qui est sûr, c'est que cette décision m'apparaît personnellement salutaire et je crois que dans nos différents pays, il faudrait qu'on comprenne que chacun doit rester à sa place. Donc aujourd'hui, la démarche de la CEDEAO consiste à pouvoir ramener les auteurs, en fait, un peu de ce coup d'état récipicence, pouvoir rétablir leur constitution. D'autant plus qu'aujourd'hui, en fait, ce putsch en fait ne se justifie même pas. On était à quelques semaines justement de l'élection présidentielle et le président ATT n'était même pas candidat. Donc du coup,
c'est vrai que la situation au Nord Mali était très problématique, mais on ne peut pas en fait accuser ATT d'être à l'origine de cela. Je crois que c'est un peu tout le peuple malien qui doit justement pouvoir trouver des solutions, pouvoir résoudre ce problème, surtout d'autant plus que ce problème ne date pas d'aujourd'hui. Ce problème justement de Touareg, la rébellion Touareg, elle date depuis longtemps. Donc je pense que la démarche de la CEDEAO consiste à pouvoir rétablir l'ordre pour pouvoir justement trouver des solutions à ce problème qui mine justement à l'intégrité territoriale de l'État malien. Nous arrivons au terme de ce journal, mais bien avant de nous quitter, le rappel des titres. Présentation de l'ouvrage 50 ans de l'indépendance de l'Assemblée nationale. Clôture de la visite du ministre de la Famille et des Affaires sociales à la Haute Galerie de l'Alala. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition d'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Au revoir et demain à la même heure.